Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, la communauté francophone de fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Aujourd'hui, on parle lecture, mais on ne parle pas de Trône de Fer parce qu'on parle de fantasy dans son ensemble avec un nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, notre club de lecture mensuel autour des lectures de l'imaginaire. Je suis Nymphadora et ce soir je suis avec Yoda. Bonsoir à toutes et tous. Et avec John. Salut. Et ce soir, nous parlerons du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Mais avant ça, on va peut-être vous annoncer les prochains livres que l'on va lire dans les prochains manuscrits de Mestre Aemon. Du coup, Yoda, c'est quoi notre prochain livre qui est, je crois, la semaine prochaine? Oui, c'est ça, mardi prochain, même endroit, même heure, 21h. Notre prochain livre, ça sera Ce qu'il nous reste de Eric J. Brown. Un livre qui nous parle de la rencontre en fait de deux adolescents dans un monde post-pandémie mondiale en fait. Dans un monde qui essaye un petit peu de se reconstruire et ces deux personnages vont se rencontrer et vont pas apprendre à se connaître et à se lancer dans des aventures aux États-Unis. Enfin, ce qui reste des États-Unis, voilà justement. C'est bien ça tout l'intérêt. Voilà, donc pour ça, rendez-vous donc mardi prochain, on sera le 23, et donc à 21h, avec John et avec Willa. Et du coup, on retrouvera également Willa et Shredi et moi-même le 1er juin, donc c'est un jeudi, toujours à 21h, pour parler de Emils de Emmanuel Chastelière, qui a un roman à paraître et qui traite donc, comme son nom l'indique, de Emils. Et qui est Emils? C'est la femme de Hannibal Barca. Hannibal Barca, vous savez, le mec qui a attaqué Rome avec ses éléphants. Donc cet homme n'avait pas que des éléphants, il avait aussi une femme. Évidemment, l'histoire se rappelle des éléphants, mais pas de sa femme. Donc, on va suivre ce que l'histoire ne nous a pas raconté d'Emils, et donc le destin de la femme d'Hannibal, qui était cette femme de l'ombre derrière le grand homme. On retient plus facilement les éléphants que les femmes, visiblement. En tout cas, chez Hannibal, a priori, c'est le cas. Hop. Et du coup, vous avez lu des trucs cool ce mois-ci, depuis votre dernier manuscrit de Mestre Aemon. Jonjon, tu nous recommandes quoi? Windhaven, aussi connu sous le nom de celle qui chevauche les tempêtes. Je sais pas si vous m'avez. Oui, on t'a. Oui. On t'avait pas au tout début, mais ça y est, on t'a. Très bien, pardon. Donc d'un certain George R. R. Martin, et qu'il a écrit en collaboration avec Lisa Tuttle. C'est un livre que j'avais lu il y a fort longtemps, il y a plus de 15 ans, et que j'ai relu récemment pour une série de podcasts qu'on vous prépare sur la garde de nuit pour cet été, où on va vous parler dans des toutes petites capsules des autres écrits de Martin. Et donc Windhaven, il l'a écrit dans les années 80, donc en 81. Ça parle globalement sur une planète pleine de petites îles avec beaucoup de vent, les éléments un peu pas sympas, donc les voyages en bateau sont compliqués. Et les gens qui habitent sur cette planète ont en leur possession des sortes d'ailes en un tissu technologique qui leur vient en fait d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé là quand ils sont arrivés pour peupler la planète, qui est en fait le seul élément technologique qu'ils ont, qui se transmettent de génération en génération et qui sont un bien extrêmement précieux.
et qui leur permettent en fait la communication entre les îles. Et donc ça fait une caste de gens qui volent, qui ont ces ailes qui se transmettent. Et c'est très très bien écrit, c'est très prenant, ça aborde des thèmes, l'héritage, les traditions, etc. Et voilà, c'est vachement bien. Et je vous en parle un peu plus en détail dans un podcast qui sortira cet été. On a hâte. Oui. Je l'ai pas lu celui-là. Moi non plus, lui je l'ai pas lu. Franchement, vraiment super bien. Bon, par contre, j'ai lu celui que Yoda recommandera en podcast et il est aussi vachement bien. Oui, c'est pas pour spoiler, mais c'est l'agonie de la lumière et c'est très bien. Mais c'est pas ça que je voulais vous recommander parce que pour le coup, je l'ai toujours pas terminé. Moi, c'est À vivre avec de Alice Pauzière. Que j'ai lu en tout début de mois. C'est l'histoire de Victoire qui va rentrer à la fac, donc elle a 19 ans, et elle s'installe dans sa petite chambre étudiante. Donc on pourrait se dire que tout va plutôt bien pour Victoire, mais en fait Victoire, ça fait 3 ans qu'elle parle plus du tout. Et c'est un personnage qui a connu un choc, c'est pour ça en fait qu'elle parle plus, et en plus de rajouter cet handicap-là, elle souffre aussi d'anxiété sociale et de dépression. Donc c'est pas très très gai pour elle la vie à Victoire, mais elle a quand même envie d'essayer d'aller à la fac, d'essayer d'avoir une vie la plus normale possible, pour peu que ça puisse être une vie normale, mais en fait elle n'y arrive pas du tout. C'est compliqué pour elle, et elle va rencontrer un autre personnage, un étudiant dans sa classe, qui lui pour le coup parle énormément parce que lui aussi a des problèmes plutôt dans sa famille pour le coup, et ils vont un petit peu se lier, et ensemble en fait ils vont essayer de surmonter leurs difficultés pour essayer de vivre le mieux possible avec leurs problèmes. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que ça parle énormément du soutien familial que certaines personnes reçoivent, que d'autres ne reçoivent pas d'ailleurs. Mais ça parle aussi des difficultés de ces soutiens, en fait, de ne pas être écrasé par la personne qui est malade. Et ça parle aussi beaucoup du fait qu'on ne guérit pas vraiment. On peut essayer d'avancer un petit peu, de faire des progrès dans sa vie, mais des fois, ça va pas moins bien. Au contraire, voilà, Victoire fait des progrès, mais d'autres fois, elle rechute, elle repart en dépression, elle retombe malade, elle ne ressort plus de chez elle. Et donc, en fait, on va suivre un petit peu la vie de Victoire, la vie d'Oscar, et puis au fur et à mesure, en fait, il se crée un tout petit groupe avec 2 autres personnages qui vont se raccrocher à eux. Et du coup, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça assez réaliste, le fait de nous montrer que finalement, la vie, c'est pas facile. On ne guérit pas subitement d'une maladie par le pouvoir de l'amour magique, mais des fois, ça va moins bien, et puis après, ça va un peu mieux. Mais voilà, en fait, je trouve que le titre le résume plutôt bien, c'est des personnages qui apprennent, en fait, à vivre avec. Et du coup, ma reco à moi, elle va probablement très bien avec la tienne. Parce que donc moi, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, qui est a priori de ce que tu en racontes un peu sur le même genre de thématique. En fait, À quoi rêvent les étoiles, c'est un roman choral où on va suivre notamment 5 personnages principaux qui ont tous pareil des problèmes de santé mentale plus ou moins importants. Notamment, on a Titouan qui est un ado de 15 ans qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, qui n'arrive pas à grandir, et qui a énormément d'anxiété sociale à tel point qu'il refuse de sortir de sa chambre. Il n'arrive plus à sortir de sa chambre. On a Luce, qui est une vieille dame qui a perdu son mari depuis 2 ans et qui a beaucoup de mal à surmonter le deuil et la solitude. Et pareil, qui a aussi du coup pas mal d'anxiété sociale. Et on a Alix, qui est une ado qui va passer son bac, qui est passionnée de théâtre, mais qui a des problèmes avec ses parents. Son père est hyper étouffant parce qu'il l'a élevée seule et que sa mère, elle, a eu des problèmes
des problèmes à sa naissance et donc l'a abandonné à sa naissance. Et donc elle a aussi besoin de surmonter ça. Et ensuite on suit son père, donc qui lui ne sait pas comment vivre sans sa fille qui grandit. Donc c'est difficile aussi quand le cœur de ta vie a été ta petite fille, de savoir quoi faire de sa vie. Et on suit aussi la prof de théâtre d'Alix, qui elle est pareil, elle est un peu seule. Elle a moins de problèmes quand même dans sa vie. Elle va un peu mieux, mais bon, pareil, elle enchaîne un peu. Enfin, elle a beaucoup de problèmes avec l'engagement. Elle n'arrive pas à s'engager et on apprend plus tard qu'elle a aussi des problèmes avec ses parents. Et tout ce petit monde va se croiser. Au début, on ne sait pas trop comment, mais ils vont entrer un peu tous dans les vies les uns des autres et ils vont, alors pas vraiment s'aider à guérir, parce comme tu disais, Yoda, on n'en guérit pas forcément, mais en tout cas, ils vont s'aider et s'apporter un peu, sortir un peu de leur solitude respective. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très joliment écrit. Il y a des phrases magnifiques notamment sur le fait de grandir. C'est vraiment c'est très poétique à certains moments et vraiment c'était très très touchant et plein d'espoir au final. C'est le genre de roman qui t'émeut et en même temps te fait un peu plus aimer les autres. Donc c'était très chouette. J'aime beaucoup Manon Fargeton. Je trouve que elle sait bien écrire sur des jeunes personnes en plus. C'est pas toujours évident et elle est assez juste. Ouais, moi j'avais lu de la fantaisie d'elle que j'avais aussi beaucoup aimé. J'avais lu Savelor et L'héritage des rois passeurs, qui sont deux, dans le même univers et qui sont deux histoires super sympas. J'avais lu ça aussi, puis je crois que j'en avais parlé dans un MMA plus tôt, sur le livre de toutes les réponses sauf une, qui était vraiment très très chouette aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour nos recos du mois. Mais il est temps de passer au vif du sujet. Et donc, ce soir on parle du thé pour les fantômes, de Chris Vuklisevich, qui est paru chez De Noël, dans la collection Lune d'encre. Jean-Jean, tu nous racontes un peu de quoi ça parle ? Oui, donc du thé pour les fantômes. Donc déjà, je voulais remercier les éditions De Noël qui nous ont envoyé 2 livres, ce qui était fort sympathique de leur part. Du thé pour les fantômes, c'est quoi ? C'est un livre qui parle de jumelles, une sorcière et une passeuse de fantômes. Ça parle de la magie du thé et de la magie des bergers. Ça parle de Nice et ça parle de la campagne de Nice. Et surtout, ça parle en fait de la construction d'une personnalité en réaction à son héritage et de la transmission du vécu et des traumatismes en fait de génération en génération. C'est un peu tous ces thèmes-là qui sont mélangés dans un style qui est très fluide et très poétique, j'ai trouvé, et dans une espèce d'ambiance un peu doudou de salon de thé sous la pluie. Donc on a tout ça, on pourrait se dire, ouah, c'est beaucoup de choses, c'est le bazar. Un peu, mais c'est peut-être très sympathique et peut-être pas. Qu'en avons-nous pensé ? Non, moi j'ai trouvé ça très, très sympathique, je trouvais ça très bien. Du coup, j'ai trouvé ça très bien écrit. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez et si vous avez des choses à rajouter déjà juste sur cette première présentation, première tentative d'accroche de nos spectateurs. Ah non, c'est très bien résumé. Je rajouterais éventuellement, en plus des thématiques de l'héritage, vraiment les thématiques des rapports mère-fille qui sont essentiels au livre et des rapports entre sœurs. Vraiment, la sororité, c'est assez central. Comme dirait, c'est des jumelles, quoi. Et pareil, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
Et, et j'ai trouvé ça plein de poésie. Du coup, on peut donner nos petits smileys. Jonjon, t'es Oui, le smiley. ouais, très bien, cœur. C'était ouais, très bonne lecture. Ouais, ben moi pareil. Cœur, excellente lecture. Franchement, dans les 10 premières pages, j'étais accrochée, je voulais savoir ce qui se passait, j'étais vraiment dedans. En 10 pages, je savais que j'adorais ce bouquin et que ça serait un coup de cœur. Ben moi, c'est un peu l'inverse de Nympha pour le coup. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le livre. Et franchement, au début, je me traînais, je me disais, bon, ça va, c'est cool, mais enfin, franchement, voilà, quoi, c'est pas fabuleux. Et en fait, j'ai adoré après. J'ai vraiment adoré. Et du coup, moi, c'est cœur aussi, voilà. D'autant plus que moi, je l'ai lu il y a vraiment un petit moment déjà. Et je trouve que c'est un livre que je vais garder beaucoup parce qu'il y a beaucoup de thématiques que j'ai aimées. Je m'en souviens plutôt bien du livre. Ce qui n'est pas toujours facile avec moi, j'ai tendance à assez vite oublier. Mais là, pour le coup, je l'ai vraiment gardé et je trouve même que c'est un livre qui grandit sur ces thématiques après la lecture, en fait. Et c'est drôlement chouette et vraiment, pour ça, vraiment, je le trouve très très cool. Donc attention, là c'est notre deuxième cœur, full cœur après Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Donc la barre était haute. Bravo à Chris Vuklisevich qui c'est pas souvent qu'on fait des triples cœur. Non. Mais ouais, non, moi pareil. Mais comme tu dis, Yoda, en fait, en y repensant, enfin, il est vraiment resté avec moi ce bouquin. Enfin, ouais, non, il est profond, il est joli comme tout. Enfin, vraiment, ouais, j'ai adoré. Et alors, c'est marrant parce que, alors, je sais pas si vous êtes un peu cinéma, si vous voyez le cinéma de Wes Anderson. Wes Anderson, J'aime pas du tout Wes Anderson. T'aimes pas Wes Anderson? Non. Moi, j'adore Wes Anderson et j'ai trouvé que ça avait une petite vibe Wes Anderson à certains moments, dans les moments à Nice, où cette petite touche d'absurde et de doudou en même temps et plein de détails truculents. Et du coup, moi, j'ai trouvé que ça avait cette petite vibe. Mais manifestement non, puisque si t'as aimé mais que t'aimes pas Wes Anderson, on est... Mais peut-être que si, parce qu'en fait, il y a malgré tout plusieurs choses que j'ai tendance à pas trop aimer dans ce livre. Par exemple, je vois Yoda qui rigole, je pense que je sais à quoi elle pense. Donc, par exemple, on a un narrateur, Oh non. un narrateur personnage qui raconte l'histoire à quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, je pense que Yoda est mort de rire parce que il y a oui. pas si longtemps, j'ai expliqué que je détestais ça. Et là, ça m'a pas du tout dérangé. Donc, comme quoi, en fait, comme quoi tout est possible. Et que c'est voilà, c'est jamais si simple. On peut jamais dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ça dépend de comment c'est fait, de comment on le reçoit, etc. Et pareil, les faits touche d'humour un peu absurde avec des scènes, il y a des scènes assez rapides, assez typiquement, je sais pas si c'est à ça que tu penses, mais typiquement quand on a Félicité, donc une des jumelles qui se déplace dans Nice en fait, je trouve qu'il y a toujours un rythme beaucoup plus rapide et presque saccadé que d'autres scènes qui vont être beaucoup plus dans la poésie. Il y a tout un mélange après et c'est quand même très bien dosé et voilà, et donc on peut ne pas aimer Wes Anderson et bien aimer ça quand même. Mais du coup, on peut aimer Wes Anderson et bien aimer ça. On peut très mal connaître Wes Anderson et bien aimer. On est sauvés. C'est bon. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est pour vous le point fort et peut-être un point faible du roman? Yoda, pour toi le point fort? Moi, mon point faible, je vais commencer par ça, moi ça Vas-y. sera évacué, c'est vraiment, surtout le début, je trouvais des dialogues très très longs en fait, avec des personnages qui ont parfois tendance à d'un seul coup raconter
toute leur vie, enfin, beau morceau de leur vie, quoi, sur plusieurs pages, pendant longtemps. Je me disais, c'est long, et c'était long, je trouvais. En fait, ça faisait très peu naturel d'avoir d'un seul coup un personnage qui se souvient d'un moment de sa vie et qui tourne un peu en boucle dessus pendant longtemps. Enfin, à mon goût en tout cas, voilà. J'ai trouvé que c'était ces espèces de dialogues qui étaient un peu trop longs sur le début. Alors que c'est aussi un de mes points faibles sur la fin par contre, mais ça je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Voilà, donc c'était un petit peu ça. Par contre, j'ai adoré toutes les thématiques qui étaient développées pour le coup. Il y a énormément de thématiques sur lesquelles on peut revenir, mais notamment sur le pouvoir des noms, le pouvoir qu'on peut donner aux noms, que j'ai trouvé très très intéressant. Tout ce qui parlait du cycle des violences familiales, très très intéressant. Et moi j'ai beaucoup aimé en fait l'endroit où se passe l'action, tous ces passages en fait sur ces petits villages qui sont maintenant désertés en fait, j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, ça donne un petit peu ça fait un peu revivre en fait ces villages qui sont complètement oubliés de nos jours, ces petits villages de montagne d'arrière-pays niçois ou d'arrière-pays provençal en règle générale en fait de toute manière. Et ça j'ai trouvé ça que c'est très très bien fait. Voilà, il y a énormément de thématiques super chouettes en fait que j'ai aimé. Et toi du coup Jean-Jean? Moi, du coup, je vais commencer par le point faible aussi. Moi, c'est pas du tout le même que Yoda. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Et je suis plutôt comme toi, Ninfa, je suis rentré dans le livre direct. Moi, mon point faible, c'est plus. J'ai eu un peu des problèmes avec la temporalité. Et avec me repérer dans la temporalité, parce que globalement, quand même, l'histoire, c'est donc un personnage qui raconte l'histoire que quelqu'un lui a racontée à propos d'une autre histoire, mais pour te raconter cette histoire, il faut qu'il te raconte une autre histoire qui parle d'une autre histoire dans l'histoire de machin, et franchement, on a je sais pas combien de timeline, et parfois il dit, oui, donc ça quand même, quand elle me l'a raconté il y a 20 ans, bah ça s'était passé 30 ans avant, et puis là, et il y a eu des moments où franchement j'étais perdu, parce que globalement on a le moment où les jumelles sont nées. On a un grand passage, une grande timeline qui est en gros 16 ans après. On a un truc qui se passe 30 ans après. On a un truc qui se passe avant, un truc qui se passe après. Moi, il y a eu des moments où j'étais là, mais en fait, on est quand quel âge ont les gens, qui est où, enfin, j'étais perdu. Et pour le coup, autant il y a des trucs sur lesquels ça me dérange pas de lâcher, d'être un peu dans le flou. Et autant sur ça, moi j'ai tendance à être un peu un maniaque. Enfin voilà, moi quand je lis un livre et que là on me dit 6 mois plus tard ou machin, bah je remonte les pages de mon livre pour voir. Mais là on était quoi? Ah ok, on était en juin, donc maintenant on est en décembre ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai une tendance à être pas du tout dans le lâcher prise sur ça. Et donc là j'ai dû un peu lutter avec moi-même pour me dire bah il faut lâcher quoi. Ouais, moi ça m'a pas du tout gênée. Bon, c'était des temporalités un peu floues, mais ça passait assez bien, j'ai trouvé. Enfin, globalement, je comprenais toujours de quoi on parlait quand on était. Alors oui, bon, on n'était pas, enfin, ça restait dans l'approximatif du temps, mais je trouvais que ça allait bien avec le côté très poétique de l'histoire, justement, le fait qu'on puisse pas totalement dater les choses, tout en sachant exactement qu'est-ce qui se passait quand, dans quel ordre, quoi. J'ai bien compris les tenants et aboutissants à chaque fois. Ouais. Moi non plus, j'ai pas trouvé de problème de temporalité, mais je trouvais ça plutôt chouette d'avoir deux personnages principaux finalement assez. C'est pas non plus des vieillardes, hein, mais elles ont quand même 50 ans en fait. Et ça, c'était plutôt cool ou quoi. Donc, mais c'est vrai que du coup, comme le narrateur en fait nous parle maintenant de quelque chose que les deux sœurs ont vécu à 50 ans, c'était vraiment. Là aussi, c'était encore déjà dans le passé en fait. Et au bout d'un moment, je fais, mais en fait. En quelle année on est? Là, pour le coup, je me suis vraiment demandé en quelle année on est au moment où le narrateur nous parle. Bah pour moi, on est en 2020, mais oui, effectivement, en fait, le narrateur te raconte un truc qui est arrivé aux filles quand elles avaient 50 ans, mais que
que elles lui ont raconté plus tard. Et donc déjà rien que le moment où elle lui raconte à lui, c'est encore un autre moment quoi. Donc voilà, moi mon côté un peu maniaque, c'est un peu crispé sur ça, mais et voilà. Et mon point fort, je dirais, franchement, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que j'aime bien un livre, mais je dirais le style que j'ai trouvé vraiment agréable à lire et fluide, et l'univers que j'ai trouvé très original par des petits détails de l'univers. Donc, je suis aussi d'accord avec ce que tu disais, Yoda, sur les thématiques, la thématique ultra forte de reproduction sociale, un peu des traumas mère-fille, etc. Ça, je trouvais ça très intéressant, mais pour moi, c'était aussi porté et adouci en un sens par voilà, cet univers assez original avec, franchement, une espèce de magie des théières. Honnêtement, moi je pense que j'avais jamais vu ça. Genre, le principe c'est les troupeaux de théières sauvages. Je sais pas, j'ai trouvé ça extrêmement original et qui se marie avec les bergers qui font la tempête et qui parlent au vent, les fantômes, des espèces de sorcières, mais qui sont pas non plus ultra répandues, mais en même temps, c'est un peu normal. J'ai trouvé ça, voilà, très bien. À la limite, ce que tu disais, Yoda, sur l'histoire des noms, c'est ce qui m'a le moins convaincu dans toutes ces espèces de petites touches de surnaturel. Le côté, oui, ton nom magique qui détermine ce que tu peux être et ton outre-nom qui te guide, ça m'a moins convaincu. Même si c'est moins tranché que ça et il y a tout un côté, oui, alors ton nom te détermine, mais tu peux aussi en faire. Tu t'es pas bloqué dans ça. C'est pas cette partie-là qui m'a le plus convaincu, mais tout le reste de l'univers qu'elle crée, j'ai trouvé que ça marchait très bien, c'était très agréable et ça faisait un très bon cadre pour son sujet qui en fait est pas du tout ça. En fait, son sujet c'est le passage de trauma mère-fille, je trouve. Et ouais, moi, du coup, globalement, j'ai un peu les mêmes points forts que vous, hein, de toute façon. Moi, je pense que, ouais, pour moi, le vrai point fort, donc c'est ça, c'est vraiment la façon dont on traite les traumas mère-fille. Parce que moi, ça a remué énormément de choses en moi. Enfin, vraiment, bon, c'est peut-être un peu inquiétant en soi, mais vraiment, ouais, ça m'a vraiment remué. Je suis sortie du bouquin. J'étais soufflée quoi, j'étais vraiment émotionnellement j'étais drainée et heureusement au contraire justement ces petites touches d'absurde, comme tu dis par exemple les théières sauvages, je sais pas moi les groupes de liseurs de tombes, des trucs, des petits détails comme ça, mais c'était ça que je voulais dire par Wes Anderson justement, c'est ces petits détails qui viennent illuminer l'univers, qui viennent nous amuser, qui viennent adoucir toutes les choses, qui nous font un gros câlin, un gros thé bien chaud, un gros plaid, et autour d'une thématique qui est super forte, qui est super profonde, et qui justement remue. Et donc du coup, on a cette, on a ces deux choses qui coexistent extrêmement bien et c'est super agréable à lire. Après moi, si j'ai mon point faible, je pense qu'on en reparlera plutôt en partie spoilante parce que c'est plutôt un des épisodes où j'ai pas le moment en Espagne où j'ai pas très bien compris, où j'ai pas tout à fait compris je pense que c'est que j'ai pas dû comprendre une métaphore quelque part et du coup ça m'a pas du tout parlé toute une partie à ce moment-là. Donc pour moi c'était la partie un peu faiblarde du bouquin. Mais dans l'ensemble, vraiment, pour moi, c'était vraiment une sacrée lecture et que je pense que je vais garder longtemps, moi, quoi. Oui, parce que c'est quand même assez horrible, en fait. Il y a beaucoup de choses, globalement, plutôt très dures dans le livre. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Cette espèce de mélange entre des trucs super durs qui se passent... Franchement, les personnages sont pas vraiment épargnés.
autour des trucs ultra doux, le gros plaid qui vient te mettre confortable. Je pense que c'est un équilibre qui est pas facile en plus à trouver et à maintenir. Donc, Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est. Enfin, c'est que son deuxième bouquin à Krzyzewicz. Et je trouve enfin, c'est magistral qu'elle fait. Enfin, et en plus, t'as des passages, mais avec une poésie. Enfin, le verbe, mais c'est sublime, quoi. C'est très, très bien écrit. Donc, il n'y a pas que les thématiques. Enfin, vraiment, le ouais. texte est là pour porter l'histoire. C'est juste génial, quoi. Donc, non, et en plus, comme dit Yoda, le monde est complètement dessiné et on le voit. En plus, moi, c'est marrant parce que j'ai été dans la vallée de la Vésubie, l'endroit où ça se passe, donc dans les contreforts de Nice. Et en fait, donc j'y suis allée à peu près un an après une grosse crue. Je sais pas si vous vous rappelez, ça devait être en 2020, il y a eu une énorme crue dans la Vésubie. Vous pourrez regarder des images de Saint-Martin de Vésubie, en fait, ça a été, enfin, vraiment, la région a été complètement dévastée par la Vésubie. Et en fait, là, dans le livre, c'est complètement retranscrit. Enfin, et c'est exactement les choses que j'avais vues. Enfin, du coup, moi, j'avais fait un peu de rando dans les montagnes par là et tout. Et vraiment, c'est exactement ça, quoi. C'est ces villages qui ont été dévastés par les eaux, mais qui revivent éventuellement un peu plus haut sur le cours d'eau, mais et le cours d'eau qui de temps en temps, bah voilà, il y a des crues, il y a des éboulements, des écoulements de terrain, et donc moi j'y avais été peut-être un an après, et donc on avait encore les stigmates de l'inondation. C'était très très impressionnant. Et donc là encore, enfin le livre était, je visualisais, quoi. Je visualisais la vallée de la Vésubie complètement, quoi. C'était Oui, il y a une grande tendresse en plus, je trouve. ouais. Ouais. Oui, mais on sent qu'elle connaît la région. Enfin, je pense qu'elle a grandi là-bas, ou en tout cas, elle y a passé pas mal d'années. Et on sent qu'elle aime Nice et sa région, À quoi. Antibes, elle a grandi apparemment. Donc pas loin, quoi. Voilà, mais du coup, même géographiquement, on est lié à la Terre avec. Enfin, vraiment, c'est impressionnant de maîtrise. J'ai un autre truc que je me suis dit que j'allais dire pendant que tu parlais et je l'ai perdu. Mais je suis sûr que c'était super intéressant. Forcément. Est-ce que vous avez des trucs à raconter sans spoil, avant qu'on passe à nos personnages et scènes préférées qui risquent d'être des parties plus spoilantes? Ouais, j'ai peur que ça spoil pour le coup. Ouais, ses persos préférés, c'est un peu. Ouais, non, bah moi j'avais, mais je le trouve plus, donc voilà, désolé. C'était quoi ton point fort? Redis-moi juste en 2 mots, c'était peut-être sur ça que je voulais rebondir. Pas le fait que j'ai été totalement remuée par les relations mère-fille, et que ça a pas et peut-être ça m'a un tout petit peu trop parlé, mais franchement, je suis sortie de là. Oula. Je m'étais pas dit, tiens, je vais remuer encore le truc. Mais vraiment, ouais, je suis sortie du bouquin, je me suis dit, oh putain, ouais. Ouais, l'histoire familiale, ouais, ça a remué des trucs en moi que peut-être ça en dit beaucoup sur moi et ma famille, mais vraiment, il y a des choses qui ont résonné et je me suis dit, ah ouais. Donc vraiment, j'étais vraiment profondément touchée par le texte, et c'est pour ça que je pense que vraiment j'y repenserai souvent, et je pense que je relis très rarement des bouquins, mais lui, je le relirai, je pense. Ah si, je sais, sinon, ce que je voulais dire aussi sur le style, ça m'est revenu. Non, c'était pas si intéressant finalement. C'était que il y a même des passages auxquels d'habitude je suis
peu sensible, mais les passages où tu as un peu les pensées, dialogues des deux sœurs en parallèle, et ça fait comme des espèces de pseudo-poèmes qui se répondent. Et j'ai trouvé que ça faisait des passages très forts aussi, et touchants, avec une espèce de mise en page spéciale. Ouais, je sais pas si c'est Voilà, ça en fait, qu'on appelle du vers libre, mais je crois, peut-être. ouais, Il me c'est semble que c'est possible. du vers libre. Mais en tout cas, qu'est-ce que En tout c'était cas, beau. ça Ouais, rendait très ça bien. rendait très Ouais. très très bien. Ouais. Et il y a plein de moments, et puis ouais, voilà, c'était en fait, je voulais remettre une couche sur le style et la poésie, et toutes les images, toutes les métaphores. Ouais, c'est très poétique, très philosophique aussi par moments. Voilà. J'ai eu pour une fois envie de noter des citations d'un livre, pareil, ça m'arrive jamais, c'est Schrödi qui fait ça d'habitude. Donc ouais, vraiment le style plus, je trouve. Mais déjà dans son premier bouquin, Dernier jour d'un monde oublié, qui est totalement différent, mais le style était d'une efficacité. Enfin, c'était aussi très 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 bien écrit. Et pareil, c'était aussi très poétique, où on suivait justement les derniers jours d'un monde oublié. Et donc, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais lors de notre book tag de Noël, donc notre grand bilan de l'année, de notre année livresque, c'était déjà mon coup de cœur de 2022, Chris Vuklisevich, donc avec Dernier jour d'un monde oublié. Donc, elle a eu possibilité de faire 2 années d'un coup, et ça c'est quand même assez fort. Parce que je pense qu'il va vraiment être sur mon top de l'année, ce bouquin. Donc, bravo. Mais du coup, si vous n'avez pas lu Dernier jour d'un monde oublié, je le recommande aussi très 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 chaudement. Ouais, je pense que du coup j'irai voir. Il est dans ma liste de livres à lire un jour. Elle est sans fin. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais. Ah si, il y a un autre truc sans spoil qu'on peut dire, mais sérieux, la couverture, elle est pas trop belle aussi. Ils ont fait un travail, mais de malade sur la couverture. C'est vrai. Moi, j'adore. Cette couverture est sublime. Voilà. Mais je trouve que en plus, ouais, ça va. La couverture va hyper bien avec l'ambiance et tout. C'est pareil, tu vois. Du coup, elle a ce côté un peu doudou, un peu gothique, un peu conte, et puis au milieu, t'as tes crânes et des trucs hyper dark. Et ouais, c'est un peu ça en fait. Le bouquin, il est beaucoup plus. Le mélange de sombre et de poésie, ça marche très très bien. Bon, du coup, on peut peut-être dire au revoir aux personnes qui nous suivraient et qui ne voudraient pas être spoilées. Au revoir et à bientôt. N'hésitez pas à lire le livre et à revenir écouter la fin. Ouais, franchement, il mérite d'être lu. Hein. C'est pas souvent qu'on fait des triples cœurs. Et du coup, on va attaquer la partie spoilante. Allez. Alors, on attaque sur vos personnages préférés. Allez. Yoda. Qui sont tes personnages préférés? J'en ai 2 de personnages préférés, et du coup, je vais commencer par le narrateur, en fait, que j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé qu'il avait un rôle très intéressant dans l'histoire, en fait, et il m'a fait... Il n'est pas très très important en vrai, c'est vraiment pas le personnage le plus important de l'histoire, mais en fait j'ai bien aimé cette façon qu'il a d'être à côté de l'histoire, mais d'en faire quand même un petit peu partie. Quand à la fin en fait on se rend compte que finalement il a été présent à plusieurs moments de la vie de Félicité, j'ai trouvé ça hyper touchant. Il m'a un peu fait penser à... je me souviens plus comment il s'appelle,
Bien, je ne me souviens plus du titre du livre non plus. Là, tu vas pas nous aider. Bon, tant pis, ça me reviendra. Mais du coup, j'ai bien aimé le fait qu'il soit un petit peu à côté de l'histoire, mais qu'en fait, il ait été présent à des moments assez clés de cette histoire, sans forcément avoir un rôle très important. Et puis, on sent en fait qu'il les a beaucoup aimés, les deux sœurs, et j'ai trouvé ça que c'était vraiment très très touchant. C'est le narrateur dans Un long voyage. Voilà, ça m'est revenu. Qui finalement n'a pas non plus le rôle principal, mais qui raconte l'histoire, même si lui, pour le coup, est quand même bien plus important. Ouais. Mais ce côté un petit peu à côté de l'histoire du personnage principal, mais qui quand même intervient assez souvent. Voilà. Donc bref, le narrateur est très cool. Voilà. Et mon deuxième personnage... Je pensais que tu allais dire Choupinou. Il est un peu choupi quand même. Ouais, moi je le trouve choupi aussi. Moi j'ai bien aimé le narrateur aussi, il était cool. Voilà. Bon, j'ai pas rien d'autre à dire sur lui, de toute manière il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Et sinon j'ai bien aimé Vera, en fait, la troisième fille. Parce que j'ai trouvé en fait son rôle très intéressant dans cette histoire de cycle de violence familiale, justement, où peut-être qu'on reviendra plus particulièrement sur ce cycle-là un peu plus tard, mais où en fait la mère a été touchée par sa mère à elle, et elle retransmet à ses filles quand même énormément de violence. Les deux sœurs, elles, vont finir par réussir à s'en sortir, mais très tard, alors que Vera, je trouve, elle est beaucoup plus positive, beaucoup plus... elle a su poser des barrières, en fait, je pense, avec sa mère, tout simplement. Et du coup, elle a vécu sa propre vie avec ses enfants à elle, où finalement, ça a plutôt l'air de bien se passer, elle, pour le coup, en Espagne. Et du coup, c'était un personnage très très positif que j'ai beaucoup aimé, qui en plus se retrouve là, en fait, à un moment aussi assez clé, en fait, pour les deux sœurs, pour leur permettre finalement d'avancer vers autre chose et de leur montrer que on n'est pas obligé de rester bloqué, en fait. Enfin, on n'est pas obligé. Je pense que c'est pas volontairement que la mère a blessé ses deux filles. Hein. Enfin, j'espère, mais qu'on n'est pas obligé, en fait, que c'est pas une fatalité, en fait, ces cycles de violence, et que finalement on peut s'en sortir. Et c'était un message très très positif qui m'a fait beaucoup aimer le personnage de Vera. Ouais, moi j'ai adoré le fait que la relation avec Egonia, où on sait qu'après elles vont continuer à se parler, et en fait on sent à quel point elle aide Egonia à s'accepter et à devenir elle-même, et je trouvais ça trop trop beau aussi. Pareil, j'ai beaucoup aimé le personnage. Oui, voilà. Je suis d'accord aussi. C'est vraiment... moi en plus, du coup, je fast forward et puis on reviendra. Mais je pense que c'est ce que j'aurais mis dans ma scène préf. C'est cette rencontre, conversation entre Vera et Egonia dans le jardin, l'espèce de super jardin forêt de Vera, oasis, en fait, qui même le lieu représente ce qu'elle est, en fait, une espèce d'oasis au milieu du désert. Et sa bienveillance avec Egonia qui est si touchante, en fait, comme personnage, je trouve. Et là, on a enfin quelqu'un qui est gentil avec elle et qui lui dit mais en fait c'est pas grave, t'as un peu des problèmes déjà, c'est pas grave, et en plus on peut t'aider, et qui a vraiment énormément de bienveillance avec elle. Et c'est une scène que j'ai trouvée ultra forte, et du coup un personnage ultra attachant, parce que nous apporte ça, quoi. Mais en plus on la voit pas longtemps, hein, mais qu'est-ce qu'elle marque, enfin, ça c'est super beau ces moments-là. Elle a un côté, elle a toute la maturité. Après, elle a quoi? Elle a presque 100 ans de plus que les deux autres. Donc elle a le temps d'avoir cette maturité, et elle a quand même été vachement moins victime de sa mère aussi, je pense. Enfin, alors peut-être que elle a su se mettre une distance et s'en protéger, mais je pense aussi qu'elle a été beaucoup moins victime. Parce que la situation n'était pas la même. Déjà, elle n'avait pas de jumelles, donc oui, elle était avec son père et sa mère. Elle était aimée dans un endroit qu'ils aimaient aussi tous les deux. Enfin, effectivement, elle n'a pas eu tous les bagages émotionnels qu'ont eu Félicité et Egonia, quoi. Surtout Egonia.
Voilà. Et toi, Nympha, ton personnage préféré? Et ben moi, du coup, alors moi, je les ai tous aimés, hein. Je pense qu'il n'y a pas un seul personnage que j'ai pas trouvé fort et bien écrit. Mais ma petite chouchoute, c'était Marine. C'était la dame la dame des théières. Qui, La dame de la bibliothèque aussi. la dame de la bibliothèque aussi, ouais. Mais La dame du CDI. mais j'ai adoré toute la rencontre entre Marine et Félicité et le moment où justement Félicité du coup a l'opportunité de devenir elle-même, de se détacher un peu et ce moment où elle apprend sur les thés, sur les troupeaux de théières, c'est génial, j'adore franchement mais tout le truc autour des théières et des thés, je trouve ça mais tellement brillant, c'était trop bien. Et en plus, pareil, le personnage de Marine, du coup, elle est hyper clairvoyante, elle est à la fois rigolote et bienveillante. Elle est vraiment super chouette, quoi. Et en même temps, du coup, toutes les interactions avec Marine, qui est un peu du coup la deuxième maman de Félicité, c'est le moment où du coup, c'est justement c'est ça, elle a une deuxième maman et on se rend compte à quel point c'était dysfonctionnel. Enfin bon, on s'en était rendu compte par plein d'autres aspects, mais ça permet encore une fois de montrer à quel point la relation avec sa mère était dysfonctionnelle et le fait que elle veuille aller vers Marine, qu'elle veuille faire toutes ces aventures de théologue et tout, d'aller par monts et par vaux choisir des thés, mais qu'elle ne peut pas parce qu'elle est accrochée à sa mère, que sa mère lui fait quand même globalement vivre un enfer en la culpabilisant à mort. Et j'ai trouvé ça super fort aussi, cette culpabilité qu'on peut ressentir vis-à-vis d'un parent qui nous a élevés, qu'on aime et qui nous aime malgré tout, et que du coup on est, malgré ses failles, on se sent coupable, on peut pas vraiment le laisser et être vis-à-vis d'un parent vieillissant aussi, et vouloir vivre sa vie loin de son parent vieillissant, mais ne pas pouvoir. C'était aussi des thématiques que j'ai trouvées super fortes et très très bien traitées. Et je trouvais que le personnage de Marine, du coup, permettait de le mettre encore en perspective et de l'illustrer, quoi. Et du coup, toi, Jonjon, t'as eu un autre personnage préféré? Bah moi du coup vous avez commencé à avoir pris un peu tout le monde et comme j'avais anticipé, j'avais choisi un personnage plus secondaire qui est moins, voilà, qui est pas au niveau de Vera ou Marine, mais qui moi m'a un peu touché aussi, c'est Zachario, le père de Carmine du coup, donc le grand-père des jumelles, que j'ai trouvé assez mignon et assez attachant dans son côté bah oui, c'est comme ça quoi, un peu enfin, en gros le moment où par exemple où tu comprends que lui bah il sait que c'est Carmine qui est morte, donc voilà là, grosse révélation de fin du livre, et qu'en fait bah il a fait comme si de rien n'était, enfin je sais pas, il m'a un peu touché, un peu un espèce de côté force tranquille. Alors, probablement qu'il aurait fallu qu'il s'écrase un peu moins devant sa femme. Donc, il y a cette ambivalence-là. Mais, je sais pas, je l'ai trouvé un peu attachant. Bah, il est vachement humain, en fait, c'est ça. Il a le côté pathétique de l'humain, un peu, mais pathétique et beau quand même, parce que voilà, il essaye de bien faire les choses. Ouais, il se plante, mais Je suis assez partagée, moi, sur Zachario. Il était dans mes personnages bof. Ah oui. Ouais. Bon, en fait, je l'avais mis dans le même sac que Adélaïde et la grand-mère. Adélaïde. Ouais, c'est ça. Où en fait, bah, ça n'a pas été un bon parent, tout simplement, en fait, quoi. Ah, c'était un très mauvais parent, mais Voilà, c'était. c'est un très mauvais. Tu sens qu'il est complètement dépassé par. Après, il est dépassé par sa femme, qui, elle, il pour est- le coup, a énormément de présence, énormément, quoi. Et que, en fait, finalement, c'est juste, enfin, c'est juste son dernier mari, en fait, quoi. Elle en a eu des tonnes avant, quoi. Donc,
Voilà, donc, Pour mais moi, il essaye un peu de mitiger en fait oui, il est mitigé. Je dis pas non plus, j'ai pas l'influence détesté. l'influence néfaste d'Adélaïde et il essaye de la réduire un peu. Après, voilà. Il fallait que je dise quelqu'un d'autre. Vous aviez dit Marine et Vera. Non, après j'aurais pu dire Egonia aussi. Moi, j'ai été beaucoup touché par Egonia. Par tout ce qu'elle vit et par la façon dont elle y réagit et dont elle essaye de s'en remettre. Voilà, je sais pas si on parle maintenant. Il y a un moment, il faut qu'on fasse un point juste où on parle de toute cette thématique hein, de Carmine, Karine, Egonia, Félicité et toute cette horreur. En fait, c'est assez dramatique au final toute cette histoire. Et c'est dramatique au sens presque tragique au sens où tu vois les éléments, tu vois où ça va, tu peux rien y faire et t'as juste les gens qui sont complètement détruits par leur trauma et qui détruisent les autres et presque en essayant de bien faire, de bien faire. En fait, j'ai trouvé ça très intéressant aussi d'avoir à la fin l'histoire de Carmine et un peu cette explication cette pseudo-explication de, en fait, elle a essayé d'éviter à ses filles le trauma qu'elle a vécu et en fait, en faisant ça, elle leur a imposé un autre trauma qui était pas mieux. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi, l'espèce de question d'ouverture à la fin du narrateur justement, qui dit à Félicité mais tu crois pas que en fait Adélaïde, elle aussi, si elle a agi comme ça avec ses filles, c'est que elle aussi, si tu remontes, elle avait sûrement un trauma. Et en fait, c'est ça, c'est l'espèce de chaîne qui se lâche pas. Je trouve ça très drôle aussi. D'ailleurs, la rédaction de Félicité qui dit non, mais je m'en fous, elle, je veux pas l'excuser. Il faut que. Mais moi, j'ai trouvé ça. Je pense que c'est le moment le plus fort de tout le bouquin, en fait. Cette phrase-là, pour moi, c'est le moment. C'est vraiment un moment, mais une force. Enfin, c'est genre, ouais, mais en fait, Adélaïde aussi, peut-être que si tu remontes. Et Félicité qui dit, ouais, mais je peux pas. En fait, c'est même pas que je veux pas, c'est je peux pas, en fait. Il y a un moment, moi aussi, j'ai besoin d'avoir un méchant, j'ai besoin d'avoir un coupable, voilà. Elle a besoin d'un coupable et elle a besoin de mettre sa rage sur quelque chose et du coup j'ai trouvé ça super fort et super beau ce moment où c'est en une petite phrase où ça te fait tout le rapport au trauma, à l'héritage du passé quoi. C'est Mais ouais, sinon, moi, dans les personnages que j'ai bien aimés, il y avait quand même le fantôme du berger aussi. Le fantôme on le voit pas beaucoup, mais il est cool, je trouve. J'aime bien l'idée que Félicité, t'entends, elle voit son papa là, qui traîne, qui gère ses... Ouais, une de mes phrases préférées, du coup, c'est Germain qui l'a dit, je pense. Je peux vous la lire si vous voulez. Allez, vas-y. J'ai noté une citation. Excusez-moi. Quand tu as 40 ans, le double de moutons et personne à aimer, si une fée des forêts frappe une nuit à ta porte et souhaite t'épouser, tu ne demandes rien. La vérité, c'est une bulle de savon noir. Tu cherches à la saisir, elle risque d'éclater. Je trouvais que c'était un poète, ce berger, en fait. Ah oui, oui, mais complètement. C'est un très très joli personnage, Germain. Ouais, il est magnifique, ce personnage. Et voilà, je trouve que ça rejoint un petit peu en fait ce thème des villages abandonnés où en fait c'est ces bergers qui en fait sont totalement isolés dans leur montagne en fait et qui sont un peu paumés. Évidemment que le jour où tu as une jolie fille qui vient frapper à la porte, ils sautent dessus. Avec le consentement en plus tout le monde est d'accord, hein, donc tout va bien. Voilà. Ouais. C'est évident quoi. Et en fait c'est ça, c'est ces personnages qui sont tout seuls comme ces villages isolés en fait quoi. Pour le coup, à cette époque-là, le village n'était pas encore isolé. Voilà. Oui, mais lui était isolé dans son village quand même. Dans sa bergerie, lui, il était loin de tout. Il le dit qu'il était un peu regardé comme le mec un peu chelou avec ses brebis, le mec qui fait les tempêtes, mais il n'était pas lui-même intégré dans le village. Ouais. Et du coup, ouais, je trouvais cette espèce de conscience que
cette acceptation que parfois tu comprends pas tout, mais il faut pas forcément chercher à tout comprendre, qui rejoint en fait toute la thématique de si tu vas gratter les histoires, le passé et machin, tu vas peut-être pas être contente de ce que tu trouves, ma petite Félicité. Et, et après ça pose la question, est-ce qu'il vaut mieux laisser l'histoire et le passé tranquille? Est-ce qu'il vaut mieux aller découvrir la vérité, quitte à se blesser un peu au passage, mais au moins avoir tous les tenants et tous les aboutissants? Je sais pas. C'est compliqué, puis je pense qu'elle est surtout arrivée à un point de sa vie. Est-ce qu'elle a vraiment envie de retourner encore en arrière? Non, enfin non, elle n'a pas envie, ça c'est clair. Est-ce que ça serait vraiment intéressant de toute manière pour elle? J'en suis pas certaine. Elle a fait la paix avec sa mère, c'est bon. Je pense que ça c'était important. Enfin, la paix, non. Mais moi elle l'a compris en fait, quoi. Ouais. Voilà. Je pense que celle qui en avait encore plus besoin, c'était Egonia, pour le coup. C'est elle l'enfant battu, c'est elle qui a le plus souffert de sa mère, et c'est elle qui avait besoin des réponses aussi. Mais c'est marrant, je trouve, parce que même si Egonia, moi c'est celle qui m'a le plus touché, et c'est celle qui est la plus évidemment victime, je trouve ça intéressant quand même qu'on nous montre que Félicité aussi, elle a complètement souffert, et que c'est pas parce que c'était l'enfant favori et que c'était la chouchoute, etc., que sa vie a pour autant été simple. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, de la culpabilité, le sentiment d'obligation. En fait, elle est complètement prisonnière de sa mère, qui la tient à elle, et elle se laisse. Et pour le coup, c'est ce que Vera lui dit à un moment, que en fait elle se laisse en quelque sorte. Enfin, elle s'est laissée emprisonner par sa mère et par l'influence qu'elle a sur elle. Donc de voir que les deux en souffrent complètement différemment, et que en plus de ça, par-dessus, elle souffre d'incompréhension mutuelle, et de même pas pouvoir en fait se soutenir dans ça, et d'être chacune dans sa douleur et ses difficultés. Et il y a juste à la fin où enfin elles arrivent c'est un espèce de grand soulagement quand enfin elles arrivent à se parler, à se pardonner en fait, et à en pâtir l'une pour l'autre. Et là, elles peuvent commencer à se soutenir et à s'aider à se reconstruire en fait. Mais c'était super dur, quoi. Voilà, pétage d'ambiance. Mais c'est pas ma faute, c'est le livre. C'est le livre. Le livre, il n'a pas une ambiance ultra funky à tous les moments, quoi. La fin, quand on découvre les fantômes des deux jumelles, ça remue quand même, quoi. Ces deux enfants, enfin, quand tu comprends ce qui est arrivé à Carmine, et à sa sœur, enfin, et à Karine, enfin, c'est monstrueux, quoi. Moi, je crois qu'à ce moment-là, j'ai pleuré. Il m'a fait pleurer, le bouquin. Souvent, je pleure pas trop dans les bouquins. En général, autant dans les films et les séries, je suis une vraie fontaine, je pleure tout le temps. Autant dans les livres, en général, j'arrive à arrêter de lire avant que ça devienne trop émotionnellement chargé, et je m'y remets plus tard, tu vois. Mais là, non, là, c'était ça y est, hein, j'étais dedans. Oui, c'est pas des moments où tu as envie d'aller reposer ton livre en plus. Bah non. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et c'est peut-être aussi pour ça en fait qu'au début, moi j'ai eu un peu de mal à rentrer. C'est que dans ma lecture, c'est qu'en fait, je voyais pas le but. Je comprenais. Enfin, pas en plus des dialogues qui étaient très très longs, mais en fait, juste je comprenais pas qu'est-ce qu'on cherchait à nous raconter comme histoire.
et c'est à partir du moment où en fait les deux sœurs finissent par se retrouver et que elles font enfin cette espèce de quête ensemble, enfin voilà, que là j'ai vraiment commencé à accrocher et que j'ai trouvé ça intéressant. Mais je pense que c'est pour ça qu'au début aussi j'ai eu un petit peu de mal, c'est que en fait tout simplement je voyais pas qu'est-ce qu'on voulait nous raconter, quoi. Et après, c'est pour ça, au fur et à mesure, ça monte, en fait. C'est pour ça que j'ai terminé le livre en l'aimant autant, quoi. C'est parce qu'au bout d'un moment, moi, je pouvais plus le lâcher parce que je voulais absolument comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé, qu'est-ce qui était advenu dans cette famille. Et puis, chaque fois qu'on nous rajoutait un personnage, ça apportait des réponses, mais ça rajoutait quand même aussi des questions. Je dis, on nous rajoute encore quelqu'un, il va y avoir plus de questions, et je voulais absolument finir par avoir le fin mot de toute cette histoire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super chouette. Ouais, alors que moi, dès le début, en fait, justement, j'ai aimé ne pas savoir où on voulait m'amener. Genre, c'était complètement étranger. Là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de théière, de salon de thé sous la pluie à Nice? Mais quoi? Et t'as des jumelles, et puis alors on commence par te raconter l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Je trouvais ça génial de pas savoir où on m'a emmené et de vouloir savoir qu'est-ce qui se passait. Enfin, vraiment, dès le début, j'étais accrochée parce que c'était tellement autre, c'était tellement différent de ce qu'on lit d'habitude que dès le début, je me suis dit, ça c'est, je veux savoir ce qui va être le fin mot de l'histoire. Ouais, moi je pense que je suis un peu entre vous deux parce que c'est vrai qu'au début, il faut accepter un certain lâcher-prise parce que c'est quand même très décousu. Le prétexte pour nous raconter cette histoire est complètement fallacieux. Genre, tiens, je vais vous raconter cette espèce de truc dans les archives parce qu'on m'a demandé d'enquêter sur pourquoi le village avait été abandonné. Alors du coup, pour vous raconter ça, je vais d'abord vous raconter la naissance de jumelles, puis en fait, Félicité 50 ans plus tard, et puis là, en fait, elle fait ça, et puis là, elle fait ça. Et régulièrement, il revient en plus, il insiste et se dit oui, parce que je vais vous expliquer pourquoi ce truc dans les archives, machin. En fait, on en a rien à faire de ça. Enfin, vraiment, donc, tout ça pour un sombre touriste qui est paumé dans un salon de thé. Ouais. Ça, c'est complètement fallacieux au possible. Donc, moi, voilà, je trouvais ça trop drôle, en fait, justement, ce côté. C'est un petit côté conte, un peu. C'est vraiment de l'ordre du conte. Oh. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, je trouvais ça trop bien. Mais voilà, mais du coup, moi j'étais pas du tout, à ce moment-là, en tout cas au début, j'étais pas du tout dans une dynamique ah oui, je veux comprendre et je veux savoir le fin mot de l'histoire, parce que j'avais même pas le premier mot de l'histoire en fait. J'étais là genre, je sais pas ce que c'est que cette histoire qu'on veut me raconter, de toute façon, je comprends pas quel est le but, donc j'avais pas spécialement hâte de savoir, je savais même pas ce qu'il y avait à savoir, donc tout le début j'étais plutôt, je me laisse porter par cette espèce d'histoire complètement décousue, mais très très bien racontée en fait. Et au fur et à mesure, tu veux... Moi je voulais même pas forcément le fin mot de l'histoire, je voulais pas forcément l'explication du pourquoi, du comment. Moi je voulais juste une fin positive pour ces deux jumelles. Moi je voulais juste savoir comment est-ce que à la fin... elles s'entendent bien et comment est-ce qu'à la fin c'est Egonia qui tient le salon de thé. Moi c'était ça que je voulais savoir. Je veux juste la fin positive s'il vous plaît. Amenez-moi ça. Ouais non mais quand même non c'était très chouette. Hein. Alors du coup vous avez eu des scènes préférées? Moi j'ai dit déjà. Moi j'en ai une aussi. Et en fait ça se rapproche vachement de ce que tu disais John sur le style en fait. Parce que moi ma scène préférée c'est un chapitre entier en fait. Et c'est un chapitre où en fait on comprend, enfin, parce que j'aime bien comprendre aussi, ce qui s'est passé au moment où... en fait, pourquoi elles se sont séparées à un moment donné pour de bon, en fait, les deux sœurs. Et c'est un chapitre qui est tout en dialogue, alterné, puisque les deux personnages se parlent, sans se parler en plus, pour le coup, puisque ça se passe tout dans la tête. Et je trouve que ce chapitre est magnifique en entier en fait. Vraiment ça a été un gros coup de cœur pour ce chapitre et j'ai trouvé splendide.
et en plus de nous apporter quand même aussi beaucoup d'explications, puisque on nous expliquait le retour de Félicité à la bergerie et pourquoi finalement elle y était restée après, enfin avec sa mère, et pourquoi est-ce que Egonia elle était partie au même moment, alors que avant ça elle s'était un petit peu installée dans le village pour s'éloigner de sa mère, tout en gardant quand même en plus cette histoire de miroir, parce que j'avais toujours cette histoire de miroir dans ma tête. Enfin, à quel moment, en fait, elles se sont gardées ce lien, parce que je voyais pas où est-ce qu'il se plaçait dans l'histoire. Et finalement, en fait, c'est ce retour de ces deux personnages au même moment à la bergerie, à un moment donné où tout éclate, en fait, qui est raconté de cette façon-là, des deux personnages qui dialoguent dans leur tête pour s'expliquer ce qu'elles ont vécu, et comment elles ont cette situation. Pour le coup, on en avait besoin aussi de savoir en fait comment est-ce qu'elles ont vécu cette séparation. J'ai trouvé ça magnifique en fait. Ouais. Bah, moi, c'était pareil, c'était la même scène préférée pour moi. Ce moment, c'était juste magnifique, quoi. Le moment où enfin elle communique, en fait. Et c'est le moment, on en avait besoin qu'elle communique, parce que là, au bout d'un moment, tu te dis, ok, bon, là, va falloir parler quand même, les filles, quoi. Et ça arrive pile au bon moment, et tu comprends enfin, et c'est tellement bien écrit, quoi. C'est magnifique. Enfin, la façon dont c'est écrit, c'est sublime. Enfin, du coup, moi, c'était pareil, c'était la même. On a la même scène préférée. Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous aussi, en fait. C'est un moment ultra fort. Ouais, moi j'ai rien de plus à dire, en fait. Ouais, non, mais ce moment. Oui, puis je trouve que ça explique beaucoup sur les personnages, parce qu'avant, bon, on les connaît les personnages, mais je trouve que voilà pourquoi elles s'en veulent, et ce ressentiment que Félicité elle peut avoir elle aussi, parce qu'elle du coup elle a dû rester avec sa mère, alors qu'elle avait que cette envie elle de partir, d'aller loin, de voyager. Elle a été obligée de rester avec sa mère. Egonia elle a dû partir. C'est très violent cette séparation, alors que voilà, finalement ça faisait 1 an qu'elles s'étaient plus vues, elles attendaient que ça en fait, presque, c'était cela, et puis tout explose en fait à ce moment-là. Ouais, et puis t'as la violence du village aussi, en plus, la violence des gens envers Egonia. Tu la ressens toi-même, quoi. Enfin, il y a la violence de sa mère, et en plus, elle se prend aussi la violence du village en pleine tête, et c'est un moment qui est bouleversant, quoi. Et alors, du coup, une scène que vous avez moins aimée, peut-être? Bah toi, du coup, Nympha, vu que tu nous l'as teasé tout à l'heure. Mais moi, en fait, c'est la partie dans le désert. Alors, pas la partie où il rencontre Vera, mais la partie où on nous raconte la vie de Carmine dans le désert, avec cette histoire de château et de guerre interminable. Et j'ai pas compris. Enfin, je crois que j'ai pas compris la métaphore. Vraiment, je pense que ce moment-là, il y avait une certaine poésie. Je suis, mais j'ai pas. Je crois que la métaphore m'a un peu échappé. Et j'étais un peu en dehors du truc, du coup. J'étais là, mais de quoi il me parle? De château? Hein? Mais de guerre? Pourquoi il y a des gens qui se battent? Et alors bon, je sais pas. Je pense qu'il m'a manqué un truc, une référence, je sais pas. Du coup, toute la partie où on nous raconte la vie de Carmine quand elle est jeune en Espagne. Version Caridad, en fait. C'est ça, quand elle est Caridad. Le moment où elle est Caridad, le moment où elle devient une espèce de déesse dans une grotte, là, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris où était la métaphore, où était la. Enfin, ouais, non, alors, c'était le moment où je crois que la poésie est partie trop loin de moi, et où j'étais trop plan-plan, et non. Ouais, moi j'ai pas d'explication à t'apporter, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est pas le moment non plus qui m'a le plus convaincu, je pense que c'est, en tout cas je sais pas s'il y a une métaphore à chercher, il y a une touche pour moi il y avait une espèce de nouvelle sorte de magie, cette espèce de désert où tout le monde perd la mémoire, et un côté un peu onirique avec du coup
cette petite fille qui leur apporte, je sais même plus pourquoi il la vénère, parce qu'elle leur apporte pas la pluie, mais elle leur apporte. Si, je pense qu'elle leur apporte la je crois qu'elle pluie la ou un rappelle. truc comme Ouais. ça dans le désert, et qu'elle a ces espèces d'ombres bizarres, et que du coup machin. Mais c'est vrai que moi je l'ai vu plus comme une espèce de parenthèse un peu onirique, un peu. Bon bah voilà, il lui est aussi arrivé des espèces de d'autres trucs violents qui ont continué à la dépouiller de son identité et à la faire se construire des carapaces sur des carapaces. Mais oui, c'est pas non, moi c'est pas non plus le passage qui m'a le plus qui a le plus marché sur moi. Ouais, Yoda, il t'a parlé plus que nous, ce passage? Bon, d'accord. Je m'en souviens plus. D'accord. Bon, bah donc, dans ce cas-là, au moins, vous êtes d'accord avec moi. Si, je me souviens vaguement qu'elle est dans le désert, elle est prisonnière et en même temps elle est vénérée. Elle était partie voir son oncle. Son Oui, elle oncle, était ouais. Il y a une histoire d'oncle. Elle avait envoyé chez son oncle Voilà. pour justement l'éloigner Et du coup, pourquoi est-ce qu'elle est prisonnière alors qu'elle était partie voir son oncle? Je m'en souviens plus. Elle se fait capturer par les rebelles, enfin par un autre Par des camp. guerriers, ouais. Mais c'est un vrai passage historique en Espagne ou pas, cette affaire, en fait? Parce que là, j'avoue... Je me suis posé la question. Je me suis voilà, demandé si c'était genre si c'était là. Après, alors tu vois, peut-être j'ai trop lu la machine, mais du coup je me suis demandé si c'était une période franquiste, une métaphore des Espagnols à une certaine période. Je sais pas. C'est bien j'ai pas plus vieux compris. que ça pour le coup. Mais pour le coup, normalement c'est beaucoup plus vieux, donc je sais pas. J'ai pas. Après, voilà, je connais. Moi vraiment, voilà, j'y connais. Voilà. Espagnol pour savoir si en fait s'il y a peut-être des légendes en Espagne en plus aussi sur une espèce de déesse dans le désert qui a porté la pluie ou le vent, je sais plus. Là aussi, j'avoue. La pluie, elle l'a amené, je crois. Mais oui, je me suis demandé la aussi. Tempête un peu, ouais. Ah bah c'est peut-être pour ça, c'est le pouvoir qu'elle a passé à sa. Ouais. Voilà, c'est ça. Si c'était le désert avec une guerre absurde dont personne ne se souvient pourquoi, je me suis demandé si c'était une référence. Ce terminus de train qui mène nulle part finalement aussi, en fait, c'est. J'arrive pas à me souvenir si c'était vraiment quelque chose qui a vraiment existé ou si c'était juste une gigantesque métaphore de je ne sais quoi d'ailleurs, mais voilà. Oh non. Moi, j'ai pas vraiment eu de passage que j'ai pas aimé. Bon, à part le début, où j'ai eu un peu de mal à rentrer, mais moi, c'est un petit peu le passage au lycée que j'ai trouvé un peu flou. Parce qu'autant, visiblement, elle passe quand même vachement de temps avec Marine à apprendre des trucs par cœur dans son bouquin. Elle a fait quoi de son année au lycée, en fait, quoi? Elle va en cours de chimie. Elle nous le dit. Ah, oui, elle sèche tous les cours sauf les cours de chimie. Voilà, elle avait l'air plutôt contente, en fait, de descendre en ville, de voir autre chose, et puis finalement, voilà. Et non, sinon, c'était très bien. Donc voilà. Et toi, moi, j'ai pas non plus là d'idée de scène moins bien. J'y ai pas réfléchi, mais du coup, j'ai rien qui me vient comme ça, comme scène qui aurait moins marché sur moi. Effectivement, c'est ce passage dans le désert, dans la vie de Carmen. Moi, j'ai pas été 100% convaincu non plus, enfin 100% conquis par la scène dans l'église souterraine, qui est pourtant en fait censé être un moment assez fort, vu que c'est le moment où à la fois où elle rencontre le fantôme de Carmine, la vraie, et où elle retrouve le fantôme de leur mère. Et je sais pas, je pense que j'ai pas trop compris pourquoi tout d'un coup on était dans cette espèce d'église sortie de nulle part avec. Et il y a un passage aussi qui m'a un peu sorti, parce que en gros, elle dit c'est un truc du genre c'était vraiment incroyable tous ces personnages ou ces machins. Et j'ai pas compris. Et du coup, je me suis dit pourquoi c'est incroyable qu'il y ait
sais plus, des personnages gravés sur les murs ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que j'ai pas réussi à vraiment bien visualiser cet endroit. J'ai pas trop compris pourquoi tout d'un coup cette église avait une telle importance alors qu'on arrivait vraiment à la fin. Et du coup, à la limite, je pense que cette scène a eu moins d'impact qu'elle n'aurait pu et dû l'avoir, alors que c'est un peu le point d'orgue de toute leur quête en fait. Et à la limite, j'ai préféré toute la quête, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, et cette espèce de scène de résolution a moins marché sur moi. Moi, j'ai bien aimé justement le moment où tu découvres cette église qui a été mangée par les eaux, qui a été mangée par les pierres et les eaux, et en fait, t'es juste dans les ruines d'un autre monde, quoi. Et je trouve ça assez pareil, toujours assez poétique en fait, cette espèce de c'est un peu un passage vers l'ailleurs en fait, et du coup j'ai trouvé ça assez joli. Le- C'était vraiment dans un endroit complètement en dehors du temps. Et alors pour le coup, peut-être que c'est aussi parce que du coup j'ai vu la vallée de la Vésubie qui a été complètement mangée par les pierres. Enfin, il y avait vraiment des maisons complètement éventrées et des trucs complètement complètement sous des maisons que tu voyais sous des rochers et tout. Donc du coup, j'imagine assez facilement que oui, tu peux retrouver des pièces d'église sous les sédiments, quoi. C'est assez. Mais Ouais, moi, je l'ai vu un peu comme ça, cette église, en fait, c'était un peu le symbole de tous ces villages noyés, finalement. c'est ça, voilà. Et autant les habitants ont pu reconstruire assez souvent, très très fréquemment, juste en se déplaçant, autant là, avec ce qui s'était passé, justement, cette soirée-là de séparation des deux sœurs, c'était trop pour eux, en fait, et le village a complètement dit... Il n'y avait plus d'habitants, quoi. Mais c'est pas, oui. Ouais, là, Enfin, c'est pas à pas cet endroit, c'est pas dans le même village, ouais, c'est pas à Non, c'est pas le même Bégumas. village, hein, mais oui, c'est le même genre, celui-là, c'est juste un village qui a fini par disparaître, en fait. Ouais. Ouais. En fait, moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que du coup, j'avais pas d'affect pour. Enfin, tu vois, je peux comprendre, oui, cette église qui s'est retrouvée ensevelie, et on nous parle plusieurs fois des villages qui se déplacent et de machin. Mais en fait, j'étais pas convaincu par le choix de cet endroit comme zone finale. Alors, oui, peut-être que c'est l'endroit. Enfin. Je pense que j'aurais plus aimé si toute cette scène s'était déroulée au fond du puits, tu vois, qu'on retrouve le fantôme de Carmine au niveau du puits, parce que c'est là qu'en fait elle a un peu changé d'identité, assumé sa première fausse identité, parce que c'est là que sa sœur meurt et blablabla. Blablabla. Mais du coup, pourquoi aller dans cette église dans laquelle a priori elle n'a pas été, vu que elles étaient en bas du puits, quoi, quand elles sont Bah tombées. non, le puits, ouais, mais le puits, il amène là, en fait. Tu sais, c'est un peu le côté jeu d'enfant où justement elles vont dans ce puits pour aller dans les galeries et aller découvrir ce genre de trucs. Ouais, mais pour moi, en fait, elles vont dans ce puits, elles tombent, la Carmine, la vraie Carmine, elle meurt. La fausse Carmine, elle se fait pas. En plus, elles ont l'air de faire toute une grande randonnée dans le tunnel, machin. Donc oui, c'est connecté. Mais je voyais pas pourquoi l'âme de Carmine aurait été là-bas au bout du tunnel plutôt que juste en fait au bas du puits où sa sœur est morte, quoi. Enfin, voilà, ça m'a pas convaincu. C'est pas grave. Bon, du coup, d'autres scènes marquantes à noter, d'autres personnages marquants à qui vous voulez crier votre amour ou votre haine. Genre Adélaïde, qui est quand même vraiment le personnage le plus atroce, mais quand même, elle est hyper bien écrite aussi. C'est celle par qui tout arrive, ce monstre d'égoïsme. Qui ne veut que ouais, la beauté
être un peu vénéré aussi, hein, cette Ouais. espèce de mépris de tout, ouais, assez, ouais, assez désagréable cette bonne femme. Non, moi j'ai pas, je réfléchis, mais j'ai pas d'autres, ça me dit rien. Je pense qu'on a dit le principal. Pour la Donc t'as petite. pas trop aimé du coup cette thématique sur les noms, le vrai nom. Ah. Et en fait, c'est pas tant cette histoire de j'ai perdu comment elle appelle ça déjà. Les outre-noms. Les autres noms. Moi, j'ai aimé en fait le moment où finalement elle décide d'en avoir rien à faire en fait. C'est ça que j'ai bien aimé. Et alors c'est assez amusant puisque du coup je suis en train de lire L'agonie de la lumière du coup de J.R.R. Martin et où en fait le nom des personnages est aussi très très important en fait. Ils ont des noms très compliqués, voilà. Et en fait c'est une thématique que j'aime beaucoup dans ce que je lis en général. Enfin, j'aime beaucoup lire des choses en fait sur qu'est-ce que le nom en fait, à quel point il peut être influencé dans une vie. Et là j'ai trouvé ça très chouette, le moment où finalement voilà, on n'en a rien à faire et c'est pas grave, t'es pas défini par ça finalement, c'est pas très important. D'autant plus quand on sait que c'est Adélaïde visiblement qui filait les noms à peu près tout le monde, quoi, voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors pour la petite histoire, moi du coup j'ai reçu mon livre dédicacé par Chris Wiklesiewicz qui m'a donné mon outre-nom. Dans la dédicace, elle a pris des mots de mon prénom pour en faire un outre-nom. Donc j'imagine que ça doit être un peu son petit gimmick de dédicace sur le livre. Donc si vous avez l'occasion peut-être que vous trouverez aussi votre outre-nom. Et alors, quel est ton autre nom? Tu veux nous dire? C'est le carat. Le Cara. Le carat, la fameuse mesure du diamant. Là. Pas mal. Moi, je pense qu'on ne peut pas trouver d'autres noms. C'est compliqué. Olé. Voilà. Non, mais du coup, oui, je suis d'accord juste avec ce que tu disais, Yoda, sur... c'est intéressant le côté s'émanciper de ce dans quoi on pense être enfermé. Mais en fait, je trouvais qu'on avait déjà cette thématique avec juste les prénoms en fait de Félicité et Agonie. Et qu'elles se sont senties, on le sent, elles se sont senties bloquées par ces prénoms toute leur vie et le côté il faut s'en libérer. Et on l'a déjà quand Agonie change de nom, se fait appeler Egonia, et avec un peu son surnom et son machin. Et en fait, je trouvais que rajouter la surcouche de l'outre-nom, je trouvais que ça apportait pas grand chose, ça m'a pas convaincu. Et en plus, que derrière on dise oui, libérez-vous de vos outre-noms, mais en fait, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes qu'elles savent que ça existe les outre-noms. Bon, oui. Libérez-vous de votre vrai prénom déjà, quoi, parce qu'effectivement, vous laissez pas emprisonner dans l'étiquette qu'on vous a mise sur la tête avec votre prénom. Mais voilà, la surcouche outre-nom, ça m'a pas convaincu. Voilà. Alors moi, je trouvais que c'était une petite touche marrante, mais ça m'a pas. C'est pas le truc le plus fort que je trouve dans le bouquin, mais par contre, tu vois, je trouve que c'est assez marrant parce que du coup, instinctivement, tu vois, Félicité qui avait pris un autre nom avec Marine. Elle était devenue clé. Et Agonie, Egonia, Nani. Pareil, en fait, toute cette thématique du nom, même sans l'outre-nom, elle était déjà là. C'est ça, en fait, je trouve la thématique du nom, le nom, l'identité, le changement de nom et donc le changement d'identité. Et est-ce que tu choisis ton propre nom, donc ton identité, d'autres gens te donnent un nom et donc ça te donne machin. Tout ça, c'est super intéressant en fait. Moi, voilà, c'est juste l'espèce de
de surcouche de Adélaïde qui dit mais en fait tout le monde a un autre nom, blablabli, et ce sont les rives de votre rivière, je sais pas quoi. J'étais là, bon bah... je trouve la thématique du nom très intéressante. Je trouvais la couche outre-nom superflue. Je pense que ça fait partie de l'ensemble en fait. Ouais. Ça te rajoute une petite dimension conte qui est toujours un peu présente en fait. Tout ça, on est vraiment dans un conte fantastique et du coup, c'est plein de petites touches qui sont rajoutées. Donc ça en est une petite touche de couleur, puis t'en as plein d'autres avec les théières. Genre le moment où tout d'un coup elle retrouve sa théière mère là, qui en fait était sa toute première théière qui avait été découpée, et en fait elle retrouve les morceaux de sa théière et donc finalement enfin elle va avoir un troupeau de théières qui va réagir. Mais je trouve ça tellement bien aussi. Enfin tu vois, et c'est tous ces petits moments qui s'additionnent pour donner une dimension onirique et fantastique au récit, quoi. Pareil avec le tableau de Carmine aussi. Ce tableau complètement grotesque, passé, repassé et repassé, où limite t'as un peu l'ogre des contes, quoi, à la fin, cette espèce de cam la façon dont elle a mangé aussi, en fait, finalement, les habitants du village, elle mangeait absorbé, en fait. Et du coup, tous ces petits éléments du conte, j'ai trouvé que c'était super bien amené, parce que c'est un dosage qui devait pas être facile, et je trouvais que c'était chouette d'en avoir toujours un peu, de le parsemer comme ça. Bon, mais du coup, je pense que sur ces belles paroles, on semble ne plus avoir grand-chose. Rien à ajouter. Voilà, à part que le livre est super bien. Ouais. Et qu'il faut le lire. Si jamais vous êtes en train de nous écouter et qu'on vous a tout spoilé, c'est pas grave, allez quand même le lire. Oui, parce que finalement, est-ce qu'on vous a raconté qu'est-ce qu'elles cherchaient à faire, les deux sœurs, à la base? Pas du tout. Non. Si vous avez compris le scénario du livre avec ce qu'on vous a dit, quand même bravo, ouais. Mais du coup, on va pouvoir vous remercier de nous avoir écoutés jusque-là, si vous nous avez écoutés jusque-là. Déjà, bravo pour cette performance, félicitations. Et on vous donne rendez-vous du coup mardi prochain pour discuter de All That's Left in the World, ce qu'il nous reste. Voilà, en français. Et on va aussi vous donner rendez-vous sur le site de la Garde de Nuit pour ne rien rater de l'actualité de George R.R. Martin et du monde du Trône de Fer, pour venir papoter lecture avec nous sur le forum, pour venir papoter Trône de Fer avec nous sur le forum. Vous pouvez aussi écouter nos derniers podcasts, notamment hier, on a sorti un épisode du Son du Mur consacré à la condition du bâtard au Moyen-Âge et la façon dont le motif du bâtard est utilisé en fantaisie. Donc pour ça, on reçoit William Blanc, Marie-Lise Fièvre et Fabien Cerruti qui nous parlent, donc deux historiens et un auteur, pour nous parler de toutes ces considérations sur les bâtards. C'est très très intéressant. La semaine prochaine, je pense qu'on a un Lagardez-vous avec Chao aussi. Donc, bref, restez abonnés à nos différents podcasts pour ne rien rater. Et puis, je sais pas, à nos réseaux sociaux, tout ça, quoi. Voilà. Hein. Et puis, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Ou une très bonne journée si vous nous regardez en journée, hein, après tout. Oui. Bonne journée.
Salut! Salut. Salut.